Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Erika. Salut Erika. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente. Ça a été vraiment inspirant de faire ta connaissance. C'est l'été dernier qu'on s'est rencontrés. Puis merci d'avoir accepté de participer à notre podcast pour nous expliquer un peu ton vécu. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. J'apprécie. C'est dans quel contexte que vous êtes connus? En fait, on était en train de faire une capsule vidéo pour l'équipe du PQJ à Québec sur la transition à la vie adulte. Puis Erika était là pour témoigner de son vécu comme moi aussi. Donc, c'est intéressant de faire sa connaissance. Ouais. Ben, j'imagine qu'on va avoir pas mal de choses à dire par rapport à la transition tantôt. Il y a tout le temps plein de choses à te dire. Puis pour te présenter un peu, grosso modo, t'as quel âge? Tu vis dans quelle région? Puis c'est quoi ton projet de vie en ce moment? J'ai 26 ans. Je suis maman d'une petite fille. Je suis enceinte du deuxième. J'habite à Dosquier, qui est proche de l'orientation Saint-Agapi, dans ces coins-là. Puis c'est ça, pour l'instant, je suis en congé préventif de maternité, vu que je suis préposée aux bénéficiaires et surtout de nuit, vu que je ne peux pas travailler. Fait que c'est pas mal ça. OK. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Très jeune. Très jeune, je devais avoir peut-être 8 ans. Je suis pas bonne en âge, là. Fait que je dirais environ 8 ans, je crois. Puis la dynamique familiale chez vous avant d'être placée, ça ressemble à quoi? Dégueulasse. Dysfonctionnel, c'était malsain, toxique. En fait, mes deux parents, c'est des toxicomanes. Ma mère et mon père ont des maladies mentales non diagnostiquées. Ma sœur, elle est TPL diagnostiquée. Mon frère a des problèmes de violence. Fait que j'ai rentré dans le PJ, en fait, parce que ma mère s'est sauvée aux douanes parce qu'elle était recherchée et elle avait de la coke dans son char ou quelque chose comme ça dans les ailes de son char. Fait que on a été comme 2 mois toute seule à la maison. Il y a eu un signalement fait, puis là, on est rentré dans le système. OK. Puis comment ça s'est passé, justement, ton entrée dans le système? Vers quel milieu on t'a dirigé en premier? En gros, première fois que j'ai sorti de chez ma mère, je suis allée dans une place que je ne connaissais pas. Après ça, j'ai connu mon père à 9 ans. Je suis pas encore dans le système rendu là. Vers 9 ans, j'en pouvais plus, en fait, d'être chez nous. Je pense que j'ai faim, un œil au beurre noir ou quelque chose comme ça, à l'école primaire. Puis là, il y a eu comme tout un signalement qui s'est fait autour de ça. Ils n'ont rien fait. J'ai fait une tentative de suicide. Puis c'est une fois à l'hôpital, ils m'ont demandé si je voulais aller à l'escale ou au foyer de groupe. Puis j'avais aucune idée de c'était quoi. J'étais un peu ces médicaments, fait que j'ai dit escale. J'ai guessé et je suis rentrée à l'escale à Québec pour les filles. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je comprends, il y a comme plusieurs choses qui se sont passées en même temps. Ouais. Ta mère est partie, fait que là, tu as été obligée d'aller habiter chez ton père, puis c'est là que tu as faké un œil au beurre noir. Je suis allée avec des gens qu'on ne connaissait pas. Le chalet où ma mère habitait, on est allé chez ces personnes-là en attendant qu'ils trouvent mon père pour aller chez mon père. Puis de là, j'ai faké tout ça. Puis j'ai fait une tentative de suicide. C'est la tentative de suicide qui a fait que j'ai été dans le système. Est-ce que tu avais essayé de contacter des intervenants, des gens? T'avais-tu signalé toi-même ta situation à ce moment-là ou? Non, pas cette fois. Pas la première fois. Ça a été plus tard que j'ai voulu sortir mon frère, en fait. Puis là, j'ai signalé. Fait que tu dis c'est à l'escale que tu as été. Oui, dans le fond, la première fois que je rentrais dans le système, on m'a envoyé à l'unité multi. Là où qui trie un peu, savoir c'est quoi ton besoin, s'il te garde ou s'il t'envoie ailleurs. Fait que c'est là que je suis rentrée. C'est-tu une unité d'engorgement ou c'est vraiment une unité juste d'évaluation? Évaluation. Ils trient, voir tes besoins, tes besoins. Ce qu'eux, ils pensent. Ils te diagnostiquent, je préfère dire ce mot-là parce que c'est vraiment ce qu'ils font. Ils vont te diagnostiquer, puis après, ils t'envoient, mettons, soit dans une autre unité, soit dans une famille d'accueil, soit que ça va être un foyer de groupe, peu importe. Puis est-ce que toi, ils t'ont collé une étiquette en particulier quand tu es rentré?
Non. Moi, dans le fond, je viens d'une famille extrêmement chaotique, mais je suis tout le contraire. L'escale, c'est une place qui est hautement sécurisée, si on veut, là. Tout est seté au quart de tour. Fait que quand tu manges, quand tu vas aux toilettes, il y avait des pots cigarettes, tout. Et pour te dire à quel point j'étais pas problématique, il y avait des agents de sécurité. Puis on avait fait une sortie dehors pour les fumeuses. Puis j'avais mon livre. Tous les gens sont rentrés, puis ils m'ont oublié dehors. J'étais tellement tranquille, ils m'oubliaient partout. Sinon, les agents venaient me chercher, on allait s'entraîner ensemble. J'étais vraiment tranquille, là. Fait qu'on dirait qu'ils étaient comme mal à l'aise de m'avoir avec eux autres, ils savaient pas quoi faire. Puis ils voulaient m'envoyer en famille d'accueil, mais il n'y avait aucune place. Il y avait beaucoup de demandes, il n'y avait pas de famille, fait que j'ai resté là un petit bout pour être honnête. Puis par la suite, j'ai été transférée dans un foyer de groupe. Le même, j'ai toujours gardé le même. Comment t'as trouvé ça, ton arrivée à l'escale, justement, en évaluation? Mais moi, j'étais pas au courant, je suis très curieuse. Fait que j'ai trouvé ça étrange. Moi, je pense que c'est plus ça, j'étais plus en mode découverte. J'avais comme pas d'appréhension, je connaissais pas le milieu. Fait que j'arrive pas là avec déjà une haine des centres jeunesse, tu comprends? Je suis arrivée là vraiment neutre, en sachant pas ce qui se passait. Puis déjà, le fait de plus être avec mon père ou dans ma famille, c'était déjà un gros soulagement, puis un poids qui s'enlève de mes épaules que ça me convient, tu sais. Fait que ça a été vraiment découvert. Je pense que après ça a été au niveau de la liberté. Tout ce qui est appel, tout ce qui est bouger, manger, c'était stressant. D'être épié 24 heures sur 24, là. Ouais, je suis très stressant. Puis les jeunes aussi qui sont là. Ouais, parce que souvent, ils sont pas contents d'être là. Il y a des troubles de comportement. Pas tous, bien sûr. Et même s'ils ont des comportements qui sont plus violents, il y a tout un raison, on s'entend. Avec moi, de toute manière, je venais d'une famille qui était très violente. Fait que de voir des coups, des claques ailleurs, c'est pas ce qui m'impressionnait, là. Fait que j'ai pas trouvé ça terrible. Pour vrai, ça m'a pas plus dérangé qu'il fallait. Puis as-tu été capable de tisser des liens avec les filles qui étaient là? Oui et non. J'ai jamais vraiment tissé le lien avec aucun jeune des centres de jeunesse. Jamais. Et je me suis rapprochée des intervenants, plus. Il faut savoir qu'avant d'être en centre jeunesse, ben, en fait, j'ai eu un drôle de parcours, là. À 9 ans, je faisais la cuisine pour mon père, puis tu sais, j'étais très autonome, je m'occupais de mon frère, fait que j'ai pas tissé bien lien avec... Il y en a une qui avait duré longtemps dans le temps, mais c'était amour-haine tout le long. Mais sinon, non. Tu vois, encore aujourd'hui, j'ai pas de lien vraiment avec d'anciens jeunes, là. Tu expliquais tantôt que tu étais arrivée parce que, bon, t'as eu une tentative de suicide, en fait. Donc, as-tu eu réponse à ces besoins-là? Non. Non. Parce que, tu expliquais aussi que tu étais souvent la personne qu'on pouvait oublier, qui dérangeait pas. Fait que ça me laisse comme supposer que tu n'avais pas nécessairement de problème extériorisé. Tu n'étais pas quelqu'un qui dérangeait. Donc, on oubliait de s'occuper de toi puis t'écouter ou il y avait des intervenants quand même qui ont pris le temps de voir un peu à comprendre ce qui se passait. Pour vrai, j'ai passé un peu dans le bar, je pense. Je dirais que la tentative de suicide a été vraiment pour sortir de mon contexte. Ça a été un peu plus tard, en fait, que c'est venu les besoins. Puis, je veux pas être plate, mais souvent, je trouve que dans le système de la DPJ, on va te créer des problèmes. Tu comprends? Moi, j'ai eu accès à des travailleurs sociaux, à des psychologues, accès à toute la paperasse, tout l'entourage, toutes les ressources qu'on te oblige, en fait. J'ai des toutes eues, mais jamais volontairement. Fait que j'ai jamais eu envie de demander de l'aide. Moi, j'en avais pas besoin. Tu comprends? Moi, j'étais sortie de mon milieu, ça allait mieux, ça allait bien. Mais je te dirais que de me faire donner un psychologue, c'est là qu'ils m'ont dit, t'as une famille dysfonctionnelle, tellement ça va pas bien. Fait que c'est plus là qu'ils me l'ont amené. Mais dès le début, j'ai passé dans le beurre, puis non, on m'a pas parlé plus qu'il faut. Mais de la manière que tu en parles aussi, c'est vraiment comme si, vu que tu étais sortie du milieu, la détresse était partie. Ouais, vraiment beaucoup. J'étais plus relax, j'avais le temps de respirer, là, c'est sûr. T'sais, moi aussi, ça m'avait fait ça. Dans ma famille, c'était difficile, puis je vivais beaucoup de violences psychologiques.
qui a fini par virer en violence physique à quelques reprises. Mais c'est ça, quand je suis partie de là, au début, j'étais dans un centre vraiment fermé, là, vraiment strict. Au PG, j'ai vraiment pas trippé, mais après ça, quand j'ai été en foyer de groupe, ça a vraiment super bien été. Puis c'est là qu'on a comme pu constater que oui, j'avais des problèmes de consommation de drogue, mais qu'un coup que j'ai été changée d'environnement, ça allait super bien. Puis toi, comment ça s'est passé quand tu es arrivée en foyer de groupe? Avant d'arriver en foyer de groupe, j'ai fait des familles d'accueil. Attends, laisse-moi me replacer. Non, j'ai fait escale, foyer de groupe. Après ça, leur but, c'est de me renvoyer dans ma famille. Fait que je pense que j'ai fait une famille d'accueil. J'ai été chez mon père, j'ai retourné en famille d'accueil. Je suis retournée chez mon père. Ça marchait toujours pas, puis ils m'ont envoyé au foyer de groupe. OK, fait que c'est comme un peu confus, là. Fait que dans le fond, tu as été à l'escale, puis après ça, tu as fait des familles d'accueil, retour chez toi, puis après ça, foyer de groupe. Ouais. OK. Puis comment ça s'est passé en famille d'accueil? Fait que la manière que ça s'est passé en famille d'accueil, je dirais que ça dépend laquelle. Il y en a une que ça va super bien, puis encore aujourd'hui, j'y parle, c'est la marraine de ma fille. Et je te dirais que l'autre, ça l'a super mal été, puis j'ai eu une misère noire pour partir de là-bas. C'est un petit peu drôle, là. Comme que j'étais quelqu'un qui était très obéissante, que les règles étaient correctes. Cette famille d'accueil-là, j'ai eu vraiment beaucoup de misère à quitter. Ouais. C'est-tu celle-là qui a été ta première famille d'accueil ou ça a été ta deuxième? Ma deuxième. Mais ça n'avait pas de lien avec la première. Il y a eu vraiment un bris de confiance. J'étais arrivée dans cette famille d'accueil-là, puis déjà en partant, j'avais un petit peu de feeling que c'était pas peut-être pour les bonnes raisons qu'elle était famille d'accueil. Hein? Fait que ça, c'est la première des choses. Il est arrivé aussi, je suis revenue à un moment donné de l'école et j'ouvre la porte, j'ai encore mon sac à dos, j'ai tout ce qu'il faut. Elle sort de la douche en colère noire et elle me crie des choses et je comprends pas. Jusqu'à temps qu'elle me dise 2-3 lignes, mot pour mot, de mon journal intime qui était caché dans mes tiroirs. Et à ce moment-là, plus rien. Ça a fait, t'es mort. Fait que c'est ce qui a brisé ma confiance. Puis quand je suis arrivée là-bas, elle n'a pas fait le speech du genre « Je comprends que ça va pas bien, ça doit aller dans ma famille. » Elle s'est assise, elle me regardait, il y a 3 choses que je veux pas chez nous. Pas de fugue, pas de drogue, pas de grossesse. Première fois qu'elle me dit. Fait qu'éventuellement, j'ai fait les 3 G. Je veux dire, j'ai pris de la drogue, j'ai fugué, j'ai fait semblant d'être enceinte parce que j'avais parlé avec ma travailleuse sociale que j'étais pas à l'aise, que j'étais pas bien puis que je voulais quitter. Ma travailleuse sociale était tellement en colère envers moi parce qu'elle, je sais pas en fait pourquoi, elle était vraiment en colère. Elle disait que moi, on dit j'avais une famille d'accueil puis je devais m'en réjouir parce qu'il y en avait d'autres qui en avaient pas. Fait que je fuguais tout le temps à la même place. Je fuguais au squat Basseville. Je prenais le téléphone, j'appelais ma famille d'accueil. Salut, je suis au squat. Je rentre pas ce soir. J'ai fait ça jusqu'à ta qu'elle me dise la prochaine fois que tu fugues, tu rentres plus chez nous. Parfait. Je l'ai fait. C'est ce que je voulais. Fait que finalement, ma travailleuse sociale m'a pas rappelé pendant 1 mois. J'ai dormi au squat 1 mois exceptionnellement parce qu'il n'était pas capable de rejoindre ma travailleuse sociale. Puis c'est la boss de ma travailleuse sociale qui est venue me chercher directement au squat. Elle m'a parlé, puis elle dit, ça te dérange-tu de retourner au centre jeunesse, à l'escale? Puis j'ai dit, écoute, je dis, moi, ça me dérange pas, ça va me faire plaisir. Je veux juste pas retourner là-bas. Fait que j'ai déjà une condition. Dans ce temps-là, je fume ma cigarette, je dis, je veux mon paquet de cigarettes, puis je m'en vais où tu veux. Fait qu'elle est venue me chercher avec un collègue. On mangeait les cigarettes. Moi, ma vie était belle, j'étais plus à la bonne famille d'accueil, puis tout allait bien. Mais ça a été vraiment un mois de... C'était terrible, là. D'habiter avec des squatteurs, puis j'ai rien contre eux, puis je comprends des situations, puis je suis pas tolérante. Mais de la manière que moi j'étais faite, du milieu que je viens, j'ai trouvé ça très difficile. T'étais rendue à quel âge à peu près à cette époque-là? 14, 15, je sais pas. Fait que là, tu disais qu'ils t'ont renvoyé à l'escale. Ils m'ont renvoyé à l'escale. Puis tu resté là longtemps? Non, ils m'ont renvoyé à mon foyer de groupe. OK. C'est là que tu étais en foyer de groupe. Oui, ça va être escale quelque temps, puis ils m'ont renvoyé à mon foyer. Comment ça s'est passé en foyer de groupe? Moi, dans la vie, j'aime bien ma petite bulle, puis j'ai bien de la misère avec m'entendre avec les femmes, puis je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Plus tard, j'ai un peu compris, là.
Mais je me suis tout le temps tenue avec des gars. J'ai commencé un DEP de mécanique automobile. Fait que moi, être avec des femmes, je trouvais ça plus difficile. Des femmes, c'est un gros mot, là, avec des jeunes, premièrement, des ados, pleines d'hormones. Ça a été difficile parce que souvent, des clics qui se font, ils font un gros caractère. Ça a été mes plus belles années, là. On s'entend, j'ai été vraiment choyée parce que j'ai eu des éducateurs encore très soudés. Tu sais, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de... J'ai eu vraiment une très longue période dans le foyer de groupe, fait que ça m'a permis de faire beaucoup de travail personnel, puis d'apprendre sur moi, puis d'être capable de vivre dans tout ça. Là. Mais j'ai quand même relativement aimé ça. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement difficile ou demandante. Là. Si je suis partie, ça a été c'est peut-être un mois. Puis j'ai resté jusqu'à mes 18 ans. Puis normalement, on reste à 18 puis on part le jour même. Puis moi, je suis restée un peu plus longtemps parce que j'ai tout le temps eu énormément de seins. OK? Puis ça faisait longtemps que je voulais avoir une opération, ma mère. Fait que la veille de mes 18 ans, le chirurgien m'a appelé et on dit demain matin, tu es sur la table d'opération. Fait que même si j'avais un appartement, vu que j'étais opérée, ils m'ont gardé encore, je pense, 2 semaines passées. Ouais. Oui. Fait que j'ai quitté comme à 18 ans et 2 semaines. Mais j'ai resté au même foyer de groupe tout le long. Okay. J'ai rien voulu savoir de quitter. Là. Ouais, c'était ma place. Puis tu avais parlé qu'il avait essayé de te renvoyer dans ta famille. Ouais. Ça n'avait pas fonctionné. À quelques reprises, non. Pas toutes. Ben, c'était avec mon père, parce que mes parents sont séparés depuis que je suis née. Puis ma mère, elle disparaissait, puis des fois, elle réapparaissait. Là. Fait que mon père, dans le fond, ils ont voulu me renvoyer une couple de fois chez mon père. Il est arrivé un incident une des premières fois. Ma belle-mère est décédée d'un cancer du foie. Mon père a pété une note. Ça n'a vraiment pas bien été. Fait qu'ils m'ont renvoyé en foyer de groupe. Après ça, il a fait une thérapie pour la colère qui a servi honnêtement à rien. Là. Tout le long de sa thérapie, la seule chose qu'il avait en tête, c'était de nous le faire payer. Fait qu'on s'entend qu'il est sorti de là, puis lui, sa thérapie, il l'avait dans le... Tu t'écris dans votre podcast? Ben oui. Il l'avait dans le cul, sa thérapie, il s'en sacrait, là. Il attendait juste le moment de nous en faire baver, là. Il m'avait disloqué une épaule. Il avait fait d'autres choses. Il est arrivé d'autres affaires aussi parce qu'il y avait son dealer qui m'avait fait des attouchements, puis tout. Puis là, un moment donné, je me suis tannée. Mon frère, c'est moi qui s'en occupait. Puis j'ai signalé la DPJ. Ils sont venus chercher mon frère, puis un peu niaiseusement, ils sont venus me chercher comme s'ils m'auraient laissé là. Fait que ça n'a pas bien été, ça n'a pas fonctionné avec mes parents. Puis, moi, là, je pense que c'est une des seules fois que j'ai eu de la colère envers le système. Je te dirais que ce qui me fâchait, c'est leur acharnement à renvoyer un jeune dans une famille dysfonctionnelle, voyant très bien qu'il y avait plein de signaux qui moi-même m'interpellaient, que d'autres voyaient. Puis c'était la frustration. C'était la frustration de voir qu'il y en a beaucoup qui voulaient agir et qui ne pouvaient pas. Sophie, je trouvais ça frustrant. Il y en avait des intervenants où il y avait des gens autour de moi qui disaient « J'aimerais ça faire de quoi, mais je ne peux rien faire. » tu sais. Parce qu'ils étaient bloqués à me renvoyer dans la famille vu que c'est leur mission principale, qu'ils me disaient. Toi, tu l'as-tu déjà verbalisé? Que c'est ça, tu l'as souvent dit. J'imagine à ta travailleuse sociale que tu ne voulais pas y retourner. Oui, bien, à mes nombreuses travailleuses sociales. J'en ai eu plusieurs. Ben, c'est ça. Ben oui. Oui, puis tu sais, c'est quelque chose qui m'a fâché beaucoup, moi aussi, mais tu sais, après coup, parce que quand j'étais dans le système, tu sais, je savais qu'il y en avait des plus maganés, des plus poqués que moi quand on m'a dit tu retournes chez tes parents, puis mes parents sont pas, tu sais, contrairement à bien d'autres, ils n'ont pas des gros problèmes de toxicomanie, tu sais. Mon père a des problèmes de gestion de colère, contrairement au tien, il n'a jamais fait de thérapie de gestion de colère, puis peut-être qu'il aurait été peut-être un peu plus réceptif si on y aurait proposé. Mais non, c'est ça. Moi, je voulais pas y retourner parce que j'avais bien peur que ce que je vivais recommence. Mais d'un autre côté, tu sais, je le savais qu'il fallait que je libère la place, tu sais, et les intervenants trouvaient ça bien important que je sois consciente que je prenais la place de quelqu'un d'autre. Puis, tu vois, c'est après coup, c'est quand, à plus long terme, je regardais les répercussions de ça, puis à quel point ma transition à la vie adulte avait été bâclée puis difficile. Que là, j'ai fait, ben garde, j'aurais pu juste rester au foyer de groupe jusqu'à mes 18 ans, puis ça aurait été bien correct, là, tu sais, ça m'aurait évité bien du trouble, là.
Je te comprends tellement dans ton feeling de prendre la place à quelqu'un d'autre. Mon chat me l'a fait sentir une couple de fois vu que j'étais pas un enfant à problème. Parce que c'est ça, hein, généralement, le stéréotype ou la caricature d'un jeune en foyer de groupe, c'est que c'est lui qui a besoin d'aide, qui a un problème. Fait que souvent, j'étais perçue comme un peu une erreur, que j'avais pas d'affaires dans le système. Fait que souvent, on me l'a dit, là, qu'il n'y avait pas le temps pour moi, il n'y avait pas le temps de m'écouter, ou que les problèmes étaient moins, ou que parce que je ne demandais pas trop. Ouais. Parce que tu dérangeais pas. Ouais, exactement. C'est Tu sais, ça. on te tape ses doigts quand tu demandes trop, mais quand tu demandes rien, on te tape ses doigts parce que tu as de l'air là pour rien, tu sais. Toi, qu'est-ce qui t'aurait fait du bien? Qu'est-ce que tu aurais voulu à cette époque-là vraiment obtenir? Plus de liberté. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Pas dans le sens je fais ce que je veux quand je veux, mais d'être capable de sortir un peu plus. Ça, dans le début de mon placement, ça a été difficile. J'en avais vraiment pas beaucoup. Par la suite, tu vois, je me levais à 5 heures du matin, j'allais jogger. Après l'école, au lieu d'être obligée de rentrer, j'allais au gym. Tu sais, je faisais là, je faisais des choses qui me faisaient du bien. Puis, ça me faisait sortir aussi de l'influence des autres jeunes ou, mettons, du placotage du même âge que moi, j'ai jamais été capable. Je pense que c'était une des plus belles périodes que j'ai eues. Là. J'avais genre 16 ans, certains, 16, 17. Il faut savoir aussi que vers 16 ans, moi, j'ai été dans l'appartement en bas. Dans mon foyer de groupe, il y avait un appartement. Puis, tu pouvais être là. Ben, c'est aussi dans la même période que j'ai lâché l'école. J'ai pas fini mon secondaire au secondaire, en fait. Puis pour quelle raison t'as lâché l'école? Intimidation. OK. J'ai eu de l'intimidation assez longtemps. Très, très, très longtemps. Il y avait une fille qui me lâchait pas, qui racontait des choses. Elle a même envoyé quelqu'un cogner à mon foyer de groupe. Puis à tous les matins, je me faisais appeler par un surveillant. Ça a l'air que j'avais volé du linge ou des choses comme ça. Puis souvent, c'est moi le problème. C'est elle qui faisait de l'intimidation, mais c'est moi qui devais aller fumer ailleurs quand je fumais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était toute ma responsabilité, puis j'ai juste un jour pété un plomb. J'ai pété une note, je me suis fait appeler un matin, puis j'ai vu la fille qui m'intimidait rentrer dans la classe avec un air de satisfaction. Puis quand je l'ai recroisée, j'ai pété ma note. En avant de tout le monde, j'étais plus capable. Ça a été un gros déversement. Puis j'ai dit plus jamais. Je retourne plus à l'école. Ça me servait à rien. Mes notes étaient en chute libre. J'avais des 20 des 30 alors que normalement, c'est pas méchant, mais je score des 100 d'habitude. 90 100, c'est ma moyenne. Là. Fait que de savoir que j'étais à 20, je voyais, j'avais aucune chance de rattrapage. Là. Fait que j'ai lâché. Je suis découragée, puis il fallait que je paye mon appartement, puis ça me tentait plus. Là. C'était-tu comme un appartement supervisé, dans le fond, ce qu'ils t'offraient? Yes. Tous les loyers que je payais, dans le fond, ils les mettaient de côté quand que je partais. Ah, c'est nice. Ouais, je l'ai mis dans le rue. J'ai pas fait le bon choix. Ouais, non, c'était pas ma meilleure, celle-là. Mais, ouais. On Mais fait j'ai tout plus des parti aussi pour mes meubles d'appartement, c'est vrai. OK. Phew! J'ai pas tout mis, là, mais ouais, il y a une partie. Es-tu resté très longtemps en appartement supervisé? 16 à 18. 16 à 18, OK. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans quand ils t'ont dit que tu devais partir? Je partais en appartement. J'avais déjà trouvé mon appartement, ça faisait un bout. J'avais commencé à me meubler aussi. J'ai perdu mon emploi peu de temps après. Je travaillais chez Cora. Puis mon boss m'a viré parce qu'il trouvait que c'était trop long de me remettre de ma chirurgie. Fait que ça a été demandant parce que dans le fond, quand ils m'ont quitté, moi, dans le fond, j'avais réouvert au niveau d'un des seins. Fait que ça a été vraiment compliqué par rapport à la guérison. Fait qu'ils m'ont gardé un peu, puis après ça, ils ont fait une coupure assez drastique, hein. Ça, j'ai trouvé ça dur parce que moi, j'ai pas de famille en dehors de ça. Puis le lien avec ma mère, frère et soeur, mon père, j'avais tout coupé, vraiment tout, assez jeune. Fait que, ouais, je me suis sentie assez seule au monde. Fait que je me sentis un peu démunie, vraiment bredouille, je savais pas quoi faire. C'était vraiment. Il y avait plein de notions que j'aurais aimé avoir, plein de notions que j'aurais aimé savoir. Je fais quoi? Ça a été depuis mon départ du San Angeles à aujourd'hui. Des fois, c'est le feeling de c'est pas qui parler. Soit encore aujourd'hui, moi j'ai ma fille, puis quand j'ai des questions, ben j'en ai pas de mère, puis j'en ai pas de père à qui aller parler, puis j'ai pas de lien, puis j'ai pas d'intervenant à qui parler. Ça, c'est quelque chose qu'on te montre pas.
Puis moi, des relations stables avec des gens de confiance, ben honnêtement, ça se compte sur ma main parce qu'avec ce que j'ai vécu, de un, j'ai été instable toute ma vie, fait que j'avais aucune possibilité de d'installer dans le fond une relation de confiance. Puis après, ben ça ne me tentait pas. C'est une autre chose, là. Fait qu'encore aujourd'hui, ça me suit beaucoup, là. Ça a été un bon défi, je te dirais. Puis je pense que mon plus grand défi, ça a été de te retrouver avec toi-même. Toi-même, je me rappelle dans mon appartement, jaune, cigarette. Je comprends pas pourquoi elle était dégueulasse de même. J'avais peur. J'avais pas peur d'être toute seule dans le sens que je suis pas capable de me faire à manger. J'avais peur d'être avec moi-même, de découvrir qui j'étais, puis de réaliser que j'étais un monstre comme mes parents. C'est ça que j'avais peur. C'est ça qu'on n'a jamais montré, de dire c'est pas parce qu'ils sont comme ça que tu vas l'être. Hein. Fait que ça a été un gros cheminement, une grosse remise en question, puis ça a été beaucoup d'introspection, je te le dirais. Ça a été très dur. Puis est-ce qu'il y a un intervenant là-dedans, que ce soit au CLSC ou à l'hôpital, qui t'a aidé à traverser cette passe-là? As-tu été capable de demander de l'aide? Non. Pas que. Moi, j'ai tout à fait capable de demander de l'aide, mais je n'avais aucune connaissance des services puis de l'aide qui était à ma disponibilité. C'est ça, je te dis, j'ai été coupée. Point, bonne journée, bye, on s'en va. Fait que non, j'ai eu accès un peu à PQJ. Puis la madame, parce que c'était une madame et non une intervenante qui était un peu en trentaine, on devait avoir 50, tu sais. Puis j'y enlève rien, mais ça marchait vraiment pas. Fait que mon suivi de PQJ qui suit jusqu'à 18-19 ans, je l'ai pas continué, ça marchait pas. On m'a pas demandé si je voulais une autre intervenante. J'ai jamais demandé au CLSC, j'étais pas au courant. Moi, j'étais pas au courant que qu'il y avait d'autres services, d'autres aides qui étaient à ma disponibilité, puis je l'ai pas fait. Puis sinon, dans tout ton parcours, dans tous les milieux que tu as traversés, est-ce qu'il y a eu un intervenant en particulier qui t'a marqué, qui a été très aidant pour toi? Oh ouais. Oh ouais, j'en ai eu deux, trois, là, certains. Deux, trois que il y en a encore que j'ai contact et que je vois régulièrement. Il y en a que j'aurais aimé garder contact puis que j'ai pas pu. Tu sais, je veux dire, il y en a qui mettent des stops puis qui sont pas à l'aise avec ça. Mais oui, j'ai deux, trois intervenants, puis je te dirais que c'est tous des intervenants qui sont très différents. Ben, le premier, Yves. Yves était vraiment fin. Yves était là beaucoup pendant que j'ai fait, je préfère dire de l'expérience. C'est là que j'ai expérimenté mes sorties ou la drogue ou ces choses-là. Fait que je pense que c'est le premier lien de confiance que j'ai eu. Dans tout ce que je faisais, il tournait les situations avec les blagues au ridicule. Ça a beaucoup dédramatisé ce que j'ai fait. Fait que ça m'a enlevé beaucoup de culpabilité. Puis je dis une relation de confiance parce que je pouvais avoir fait un mauvais choix, lui avoir menti, être à quelque part que je n'étais pas censée. Et je me rappelle, il travaillait pas un soir, puis il est venu me chercher. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, puis il est venu me chercher. Ça m'avait vraiment touchée. Il avait pas dit un mot. Je me rappelle, le lendemain, c'était lui qui travaillait. C'était pas dramatique. Tu sais, c'était plus comment tu te sens. Il était beaucoup moins dans le reproche. C'était l'ouverture. Fait que je pense que c'est la première fois que j'ai pu voir que je peux installer une relation de confiance. Suite à ça, il est arrivé G to the Y, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis Max, que encore aujourd'hui je vois. Jean-Yves, je dirais que c'est quelqu'un qui m'a aidé à être très rationnelle, très cartésienne dans mes situations, puis à dédramatiser, être capable de faire un pas de recul, puis de me dire, ben voyons, c'est pas si dramatique, c'est pas si pire, tu comprends? Puis Maxime, ça a été beaucoup dans l'ouverture, encore une fois, ça a tout été des relations de confiance. Mais Maxime était beaucoup dans l'émotion, comment tu te sens. Est-ce que, tu sais, c'était beaucoup dans l'écoute aussi, puis être capable de verbaliser les choses. Fait que c'est deux approches super différentes, très cartésiennes ou super dans la compréhension. Ça m'a beaucoup appris sur moi. Ouais, ça, j'ai beaucoup aimé. Puis même sur les gens. Ça m'a beaucoup aidé dans le relationnel en me disant, ben, c'est pas tout le monde qui est pareil. Puis c'est pas parce que la personne n'a pas vécu des événements ou des situations tragiques, traumatiques, qu'ils peuvent pas me comprendre. Ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, là. Puis, tu sais, juste de te faire valider aussi, là. Je veux dire, de te faire écouter, de te sentir entendu, mais de te faire valider, puis de dire c'est legit d'avoir des émotions, là, puis de pouvoir les nommer. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a été habitué non plus. Fait que je sais pas pour toi comment ça s'est passé, d'apprendre à vivre avec nos émotions, là, aussi.
Ben, si je pourrais mettre une image sur la technique des centres jeunesse, c'est le monsieur des années 50 que t'as pas le droit de pleurer, pas le droit de rire, pas le droit de sourire, qui a une grosse moustache, là. Je pense que c'est le centre jeunesse, là. Arrête de pleurer, dis rien, bouge pas. C'est pas mal ça comme ça. Je me rappelle, un moment donné, j'avais fait une crise. Pas une crise de colère. J'ai été envahie d'émotions. Je pleurais, puis je me gérais pas. Puis au lieu d'accueillir, puis de dire comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es comme ça, on m'a juste menacé d'appeler des agents pour m'envoyer à l'escale, tu vois. Fait que c'est sûr que d'avoir une écoute par après, puis quelqu'un me dise c'est correct ce que tu vis, c'est même normal à la rigueur, parce que je me rappelle que dans certaines phases au centre jeunesse, je me sentais folle. Voyons, j'ai un problème, je vais pas bien. Puis je me disais, pourtant, je suis pas dans les pires. J'en vois des pires, là. Je veux dire, je le sais que je suis pas si pire, mais pourquoi je suis folle? Fait que ça a été beaucoup sur l'estime aussi, mais d'avoir eu quelqu'un avec de la compassion, comme tu dis, puis qu'on me valide, ça a tout changé, là. Puis, y a-tu eu un moment où est-ce que ça a été quoi le déclic qui t'a fait réaliser que tu n'étais pas comme tes parents? Je me rappelle, ben, je peux t'en dire deux, trois. Je pense que j'en ai pas plusieurs. Je pense que ça a été vraiment un travail de longue haleine. Ça a été très long, très, très long. Au début, je pensais que j'allais arriver, mettons, à 30 ans, et me dire, ah, là, je suis pas comme mes parents, tu sais. Mais je pense que ça a été un déclic dans ma vision de ce que mes parents m'ont amené, beaucoup, qui m'a fait réaliser que j'étais pas comme eux, dans mes actions. Déjà, le fait de pas prendre de drogue, pas vraiment consommer d'alcool avec des problèmes, ça en était quand même beaucoup. Puis je pense que c'était une des phrases d'un intervenant, je crois, qui m'avait dit, tu seras jamais comme tes parents. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que tu as tellement peur de leur ressembler que c'est ta motivation de ne pas l'être. Fait que, à la minute qu'il m'a dit ça, j'ai pas tout de suite compris, pour être honnête. Ça m'a pris quelques jours, semaines, puis j'ai réalisé qu'en effet, je serais jamais comme ça parce que si j'avais à l'être, je l'aurais ressenti, je l'aurais déjà été. Puis déjà de me poser la question puis de me dire, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai peur d'être comme ça, c'était déjà un indicatif que je le serais pas, tu sais. Parce que moi, c'est comme ça un peu, je l'ai vécu. Ouais, je dirais c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est que derrière ce raisonnement-là, puis cette volonté-là, il y a probablement des valeurs qui t'ont servi. C'est quoi ces Ouais. valeurs-là qui t'ont le plus aidé? J'ai encore un peu de misère aujourd'hui parce que je comprends pas. Il y a des choses, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont dire, exemple, moi, ça a été la passion pour le sport, moi, ça a été quelque chose qui m'a sauvé. Je sais pas. Je sais OK. pas. La seule chose que je te dirais des valeurs qui m'ont suivi, ça a été de faire le mieux que je pouvais. Chaque jour, je pense que je vais être au moins 1% meilleur que hier. Toujours. Fait que je pense que ça, c'est une de mes valeurs super importantes. La remise en question aussi, c'est une valeur très importante pour moi, avec ce que j'ai vécu, puis mes craintes de devenir. Ça a été première des choses aussi. Puis à la longue, j'ai vu les bénéfices, puis ça a toujours resté. T'sais. Mais sinon, je sais pas, la débrouillardise, pour vrai, ouais, je sais comme pas trop quoi dire. Je pense que tu es quelqu'un aussi déterminé, là, de ce que j'entends, puis de ce que je vois de ce que tu expliques. C'est aussi de l'autodétermination, c'est de vouloir mieux, puis j'imagine aussi vouloir être un modèle pour ta fille aussi, j'imagine, en quelque sorte. Ouais, ben, détermination, peut-être, peut-être pas. J'aime croire que je suis un peu naïve, dans le sens que je suis très résiliente, je m'adapte à beaucoup de choses, fait que j'ai jamais été du genre j'arrête tout maintenant. Tu sais, même avec ma tentative de suicide, ça a été plus un j'ai besoin d'aide, quelqu'un réagissait, plus que je voulais en finir, mettons. Fait que la résilience, beaucoup plus que la détermination. Ça a tout le temps été OK, j'ai passé au travers, what next? Qu'est-ce que je fais après, tu sais? Je pense que là, mais aujourd'hui, j'ai une grande détermination, oui, à faire attention pour ma fille. Mais tu sais aussi ce que tu dis, moi, ça me fait penser beaucoup en anglais, il y a le growth mindset, la mentalité de croissance, dans le sens que, tu sais, cette croyance-là qu'on peut toujours s'améliorer un peu plus de jour en jour, puis c'est en y allant de petit à petit qu'on est capable d'acquérir des compétences, des connaissances, savoir-être, savoir-faire, savoir académique aussi, dans mon cas. Mais, tu sais, je pense que c'est en ayant cette volonté-là, cette croyance-là,
qu'on finit par être capable d'accomplir pas mal de choses. Parce que, tu sais, mon contre-exemple personnel, ça a été mon père qui, lui, s'est toujours dit, ben, la limite, moi, c'est ça, puis ma vie, c'est ça. Tu sais, il était très psychorigide, très, très, très strict, très limitant, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, il y a bien des choses que moi, je voulais, puis que dans sa tête, à lui, c'était comme pas concevable ou c'était difficile. Fait que, tu sais, moi, personnellement, de retourner à l'école, c'était un projet que eux, ils avaient jamais considéré pour moi puis pour eux autres mêmes. Quand dans le fond, tu sais, nos générations, on est chanceux. Là-dessus, on a l'école, c'est super accessible. On a l'Internet aussi. Tu sais, tantôt, tu parlais de débrouillardise. Puis, ces générations-là, de mes parents, tu sais, la mentalité de croissance, je crois qu'ils l'ont pas en partie parce que ils n'ont pas eu accès à ces ressources-là qui étaient justement l'Internet, l'éducation, l'instruction publique. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça doit avoir une influence sur l'attitude qu'on adopte à tous les jours, là. Ah, c'est sûr que ça a un grand impact. Puis d'être dans un environnement aussi rigide, c'est sûr aussi que c'est plus difficile parce que ça nous enlève beaucoup de système D, si on veut, d'après moi, là. Puis ça se peut que je me trompe. Mais oui, c'est sûr que ça paraît. Puis tu sais, j'en ai pas d'éducation, puis j'en ai pas d'études plus que ça. Puis une des choses qui m'a sauvée, ça a été les éducateurs. Parce que comme que je dis, je me suis jamais tant entendue avec les jeunes, puis moi, je me suis collée aux éducateurs. Fait que j'étais pas avec tout le monde. Tu sais, moi, j'étais un peu plus reculée, je faisais un peu mes affaires. Des fois, je me mêlais aux gens, mais c'était plus vers 10 heures. Quand tout le monde est couché, là, puis que les éducs font leurs notes, moi, c'est là que j'allais dans le bureau. Puis c'était avec des gens que j'aurais jamais pensé, qui m'ont montré des leçons de vie que j'ai heureusement compris assez tôt. T'sais, je me rappelle une des fois à l'escale, j'ai quelque chose qui allait pas bien. Puis c'était beaucoup quand les gens écoutaient pas les règles, passaient outre les règlements qu'ils devaient suivre, qui a fait que ça m'a aidé. Il y a un soir, c'était un des gardiens de sécurité, il avait pas le droit, il me laissait aller sortir avec lui, on est allé fumer, puis on était s'asseoir. Puis il m'avait fait une genre de métaphore sur les problèmes dans la vie, qu'il fallait apprendre à laisser couler sur notre dos comme la rivière coule au travers des roches. Ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Tu sais, c'est des choses comme ça qui, pour eux, ça n'a aucune... Tu sais, c'est insignifiant. Ils rentrent chez eux, puis c'est quelque chose qu'ils ont dit, puis ils s'en souviennent pas. Et moi, c'est toutes des petites phrases comme ça qui m'ont marqué. Tu sais, quand... Je sais pas si c'est Jean-Yves, je sais pas, il y en a un des deux qui m'avait dit « Tout est éphémère, tout passe. » C'est moi, étant toute seule au monde, dans mes plus grandes difficultés à survivre, c'est une des choses que je me disais. Je priais ma belle-mère qui est au ciel, puis je me disais, faites que ça passe vite. Parce que c'est vrai, tout passe. Ça l'aide, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais tu vois, ça, c'est une autre forme d'instruction. C'est moi, personnellement, ces choses-là, je les ai sues en écoutant Doc Mayou puis Alan Watts. Tu sais, ce que tu disais tantôt avec l'eau de la rivière, moi, c'était essayer de faire en sorte que les choses passent comme sur l'eau, sur le dos d'un canard, là, tu sais. Je m'en viens bonne. Je me suis trouvé des techniques, puis tu sais, mais c'est ça, moi, ces choses-là, je les ai su plus avec l'Internet, là. Mais c'est une autre forme d'éducation. C'est quand même une forme de savoir qui se transmet, qui, moi, personnellement, ces leçons-là, mes parents n'ont pas été capables de me les donner. Mon père et ma mère étaient beaucoup trop anxieux puis insécures pour être capables de me transmettre ces leçons de vie-là qui ont été le socle de mes valeurs, là. Je te dirais qu'une des choses qui m'a vraiment aidée, parce que tu parles de tes parents, là, ça a été le jour où j'ai changé ma vision des choses. Des premiers débuts, j'avais beaucoup de rancœur, puis je me disais, ils m'ont pas appris ci, ils m'ont pas appris ça, ils ont jamais été là. Puis quand j'ai changé ma manière de voir les choses, je me suis mis à dire, mes parents m'ont jamais montré quoi faire, mais ils m'ont toujours montré quoi ne pas faire. C'est à partir de là que j'ai fait mes affaires. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Mais peu importe comment on s'instruit, peu importe où qu'on va chercher les outils, l'important, c'est qu'on le fasse puis que ça vienne nous rejoindre à nous, tu sais. Si toi, ça a été sur Internet, ben c'est super puis c'est merveilleux pour toi. Si c'est autre chose pour Jessica, ben c'est autre chose, mais l'important, c'est pas d'avoir la solution, c'est d'avoir notre solution. C'est ça qui est important. En tout cas, pour moi, là. Exactement.
On a tous nos outils qui nous conviennent plus personnellement. Ouais, Ça reste important qu'on te présente l'ensemble des outils pour que tu puisses faire tes choix aussi, tu sais. Tu parlais ouais, tantôt que tu connaissais pas toujours, tu sais, les services qui étaient disponibles, fait que c'est important de sensibiliser les gens aux services qui sont disponibles. Puis aussi, des fois, on a des préjugés sur ces services-là, donc c'est important d'essayer de changer notre mindset aussi sur ça, mais ça prend du temps, puis de la confiance surtout, là. ouais, t'as pas raison. Puis je pense qu'il y a aussi il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup libérée, là, ça a été enlever une pression. Une pression de se dire faut que je sois rendue là. C'est de remettre en question c'est quoi pour toi une réussite, hein? Parce que si tu parles à n'importe qui des centres de jeunesse, c'est quoi ton but dans la vie? Ils vont te dire je veux réussir, je veux m'en sortir, je veux survivre, je veux, tu sais. Mais quand on questionne un peu plus c'est quoi pour toi, ben c'est beaucoup plus facile de s'enligner, tu sais. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aurais aimé qu'on me dise. C'est un travail qui aurait dû être fait. C'est quoi, justement, pour toi, réussir? Pour moi, réussir. Ah, mais non, 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 je me semblait que c'était sûr que c'était pour venir, mais j'y vais penser. Mais non, mais il n'y a rien de nounoun, il n'y a aucune question nounoun, hein? Non, non, je Non, sais, mais non, j'aurais mais dit. Ah, ben, pour moi, réussir. Honnêtement, boy. Et en plus, d'habitude, je suis capable de la répondre. Je te dirais que pour moi, réussir, c'est faire mon mieux à chaque jour. C'est d'être heureuse, je te dirais. Puis, c'est tout le temps grandir un petit peu. Pour moi, réussir, c'est pas de ressembler à un stéréotype qu'on s'attend à la maison, être un emploi stable, tu sais. Ce qu'on nous dit dans les centres de jeunesse, c'est tout le temps ça, d'être stable, d'être mature. Puis non, je pense que pour moi, c'est de profiter chaque moment de la vie, de faire profiter les autres de notre bonheur, puis de montrer à ma fille comment avoir confiance. Moi, si ma famille est heureuse, que financièrement, on y arrive, que je suis heureuse, c'est tout ce qui compte. C'est d'enlever les pressions sociales puis de se dire qu'il faut ressembler ou être comme ça. Quand tu arrives à enlever tout ce qu'on attend de toi puis tu fais ce que tu veux, c'est là que tu as réussi. T'es vrai puis tu suis tes valeurs puis tes convictions. Puis laisser glisser ce qui n'est pas nécessaire. Je Ah, pense le que lâcher prise. c'était dans Fight Club, je pense, qu'il disait ça, l'art de laisser glisser ce qui est sans importance. Ah, c'est bon. ouais, ben, c'est comme les 4 accords Toltec aussi, hein? Ne rien prendre personnel. Ça aussi, Hum, c'est important. ouais. Puis si tu avais 3 choses que tu pouvais changer dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? Tout. C'était ça, je dire. Tout. Ah, je dirais la mentalité, l'approche envers les jeunes. Ça, c'est sûr. D'arrêter d'y aller en victime puis d'y aller dans l'accompagnement. De redonner le pouvoir sur la vie aux jeunes. Ça leur appartient. Ça aussi, c'est très important. Puis de mettre de l'empathie. Arrêter de nous voir comme des malades. On n'est pas malades. Pas pareil. Ou on nous voit comme des délinquants, là, ou des petits Ouais. Christ. Puis là, ben, on nous tague troubles de comportement, mais tu sais, dans le fond, hein, on peut-tu voir la source là en dessous? Ouais. Souvent, c'est pas un trouble de comportement, c'est une réaction face à un problème. Si on pouvait juste changer la mentalité puis l'approche, ça serait génial. Ben, je crois qu'il y a des belles initiatives qui sont en train de tranquillement, pas vite se déployer. Ouais. Mais c'est sûr que changer une culture, ça prend du temps. Beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts. L'effort, ouais, c'est ça. Ça La stru- commence. c'est ça. Puis la structure est très, très, très rigide. Fait que on ne Ouais. sait pas qu'est-ce qui va arriver pour l'avenir, mais il y a des réformes qui s'en viennent en santé aussi. Est-ce que ça va améliorer les choses, les empirer? On ne sait pas. Si tu avais un message à transmettre à un enfant ou un jeune qui passe actuellement dans le système ou qui a passé dans le système, tu lui dirais quoi? Ce que tu vis qui est dur, ça te détermine pas pour plus tard. Moi, si on m'avait dit un jour que je ressemblerais à ce que je suis, je l'aurais jamais cru. Tu sais, souvent, on se dit délinquant un jour, délinquant toujours. C'est pas vrai. Le temps est long, faut laisser le temps au temps, ça aussi. C'est vrai, c'est chiant, mais c'est vrai. Fais-toi confiance. Tu as tout en toi, ce qu'il faut pour réussir. C'est tout ce que tu dois savoir. Laisse-toi guider, mais
Tu es ta base. C'est ton rock. Tout ce que tu as besoin de savoir, je pense. Moi, je voulais savoir aussi, je pense que tu es de plus en plus impliqué justement pour la cause des jeunes. Je voudrais que tu nous parles un petit peu là, juste de tes implications justement. Puis je crois qu'il y a un événement là, auquel tu es impliqué également, un gros congrès. Donc, je voulais t'entendre un petit peu sur cette expérience-là. Ouais, moi, je suis une mauvaise impliquée. Parce que je suis impliquée dans plein de projets, puis je suis pas capable de mettre les noms sur mes projets. Un projet, c'est environ ça, là. Mais j'en ai tellement que j'ai de la misère à le dire. Ben, pour l'instant, je suis avec une petite équipe au niveau des certains outils de PQJ qu'on regarde tout le monde ensemble, faire des recommandations pour aider à l'accompagnement assez jeune jusqu'au départ du jeune et même quelques temps après pour voir ce qu'on pourrait aider, améliorer, même créer. Ça, c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup. C'est ben, pas un outil, mais c'est des rencontres que je trouve qu'on a un réel impact. Ça, j'aime beaucoup ça. Avec qui ça? C'est avec le PQJ ou c'est avec d'autres équipes aussi? Sais-tu? Hmm. C'est-tu avec Ok. Catherine Lemay? C'est-tu le comité sage au niveau provincial? Non, je pense pas. Avec Isabelle Lavertu, la coordinatrice provinciale du PQJ? Exactement, ouais, c'est ça. Hey, là, tu l'as. OK. Fait quoi, on est deux anciennes jeunes qui ont eu des suivis, puis il y a deux intervenants de PQJ puis un coordinateur, qui est Isabelle aussi, qui est là une fois de temps en temps. Très intéressant, c'est super agréable aussi, c'est très ouvert. Puis je trouve que c'est un des rares projets où on donne la crédibilité aux jeunes qui lui revient. Ouais, ça, je te dirais que c'est ce que j'aime beaucoup de ce projet-là. L'autre, c'est vraiment avec le paradoxe qu'on fait ensemble. Mais d'après moi, tu vas être mieux placé pour en parler un peu là, du projet dans lequel on est. On a aidé sur quelques préparations au niveau de l'organisation. On a regardé certains textes aussi. Je sais que je fais Un témoignage à l'Assemblée nationale, j'imagine, au lancement le 3 mai. c'est exactement ça. Faut savoir que j'écoute, hein, j'ai pas de l'air impliquée plus qu'il faut, mais j'ai un gros TDAH, puis j'ai pas de médication, fait que je vais être en plein dedans, mais je le saurais pas. Mais toi aussi, t'es là. En gros, la grande thématique, c'est l'insertion socio-professionnelle et l'éducation de nos jeunes qui sont placés. Donc, je vais être là pour parler des besoins de nos jeunes, entre autres, leurs caractéristiques. Mais oui, je vais assister à tout le colloque avec plusieurs du collectif des ex-placés aussi pour je sais qu'il y a des activités spécifiques pour les ex aussi. Fait que dans le but de mieux comprendre les besoins puis tout, fait que on va être là. Oh wow. Fait qu'on va se croiser. Ben oui! Mais en tout cas, c'est le fun de voir que t'es impliqué comme ça aussi. Puis pourquoi tu t'impliques justement dans ces projets-là? En fait, de un, j'aime ça. Je pense que c'est une des premières choses. J'aime ce que je fais. J'espère aussi améliorer le sort de certains jeunes. Mais je te dirais que la vraie raison, j'aimerais changer la mentalité. La manière, comme que je disais, d'intervention au niveau des intervenants. J'aimerais changer la lunette, en fait, du système au complet. Je pense que la vue, elle a besoin d'être ajustée, puis c'est par tous les petits projets, toutes les petites phrases, les petites débat qu'on pourrait toucher. Je veux les toucher. Je pense que c'est à chaque petite personne qu'on va trouver avec nous qui va faire une différence, là. Exactement, je suis convaincue de la même chose que toi, puis c'est pour ça qu'on a un podcast. C'est malade, votre podcast, les filles. J'adore ça. Ben merci, merci. Merci. En tout cas, on espère changer les mentalités un peu. On se dit qu'à force de parler de notre vécu puis de montrer l'autre côté de la médaille, en fait, on tout le temps en nuançant, parce que tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui font bien leur job puis qui changent des vies puis qu'on le souligne, là, tu sais, mais il y en a aussi que, disons que c'est à remettre en question. Ouais, mais c'est dans tout, là. C'est ça qu'il faut dire, c'est dans tout il faut en prendre puis en laisser. C'est correct comme ça aussi, mais je pense que de ne pas rester là bredouille puis se dire qu'à un moment donné, ça va peut-être changer, que ça va arriver, là. Ça a encore plus d'impact vu qu'on le sait de quoi qu'on parle. On n'est pas des bureaucrates qui voient jamais ce qui se passe, là. Exactement. Puis ça, justement, ça, c'est un gros problème dans le système. Il y a trop de couches entre le terrain puis les décideurs.
Ouais. Tu sais. Il y en a qui prennent des décisions puis qui n'ont jamais été dans un des centres qui existent. Mm. Ça fait pas de sens, là. Mais eux autres, ils regardent les chiffres, ils regardent les colonnes, voir si tout balance. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un système qui est comme Paul Arcand dit souvent le matin, c'est le mammouth de la santé, tu sais, parce que là, les services de la DPJ s'est rendu incorporé là-dedans, tu sais, puis c'est un système qui est tellement rendu gros, puis fractionné, puis tout le monde travaille en silo, que il y a des décisions qui se prennent tout croche là-dedans, là. Ouais. À force de vouloir faire simple puis de faciliter les choses, on les complique. On met ça encore plus difficile. Mm. Mais moi, c'est surtout les aspects de la santé mentale qui me préoccupent aussi, là. Tu sais, je veux dire, on envoie des fois nos jeunes parce qu'ils font des tentatives de suicide, justement, en CR, puis tu sais, on leur offre pas de service de soutien, puis tout. Puis là, il y a plein de jeunes qui, malheureusement, là, il y a eu un article dans Le Devoir en octobre dernier qui démontrait là, qu'il y avait eu plusieurs cas là, à l'interne, même des jeunes qui étaient suivis, des cas de jeunes qui se sont enlevés la vie, malheureusement. Fait que, tu sais, c'est à ça de demander, là, sont où les services en santé mentale pour nos jeunes? Sont où les psychologues aussi? Est-ce qu'on informe? Tu sais, on parlait tantôt des programmes et services quand on est victime. Mais il y a l'IVAC, il y a le CAVAC, on le rappelle souvent dans nos émissions, mais c'est des services qu'il faut faire connaître, qu'il faut informer les jeunes, leur dire qu'ils peuvent être admissibles à ça. Puis en tout cas, la liste est longue, là, mais c'est ça. C'est important qu'on s'intéresse réellement aux besoins puis qu'on réponde à ces besoins-là. Plutôt que de juger les comportements, là, je pense qu'on le répétera jamais assez. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de services, mais je pense qu'ils sont enfoncés dans la gorge des jeunes. Moi, c'est ce que moi j'ai ressenti en fait dans mon parcours. C'est que on m'a obligé d'avoir une psychologue parce qu'on m'a dit que j'avais des problèmes. Fait que ce n'était pas un de mes besoins de parler de ce que j'ai vécu, puis on finit par m'en créer à la longue. Puis lorsque j'en ai vraiment eu besoin, oh, tout à coup, il n'y avait plus personne, puis j'avais plus d'aide, puis je savais pas quoi faire. Fait que je pense que c'est d'arrêter de faire comme le système veut, puis d'y aller en fonction des jeunes. Il est là le problème. Parce que les ressources, ils les connaissent. Et les services, ils en ont à nous offrir, mais il faut qu'ils arrêtent de nous les mettre dans la gorge, puis de choisir quel qui donne à qui, puis d'écouter vraiment la vraie voix, celle des jeunes, ceux qui ont le besoin. C'est tout. Tu sais, c'est vraiment important ce que tu dis, de pas toute la notion de volontariat, d'un consentement libre et éclairé, parce que c'est là qu'on va tisser un lien de confiance aussi, là. Oui, puis envoyer n'importe qui en thérapie pour de la drogue ou pour n'importe quelle problématique, envoie n'importe qui de force, on le sait. Tant que ça vient pas de la personne, ça sert à rien. Mm-hmm. C'est l'équivalent de tirer sur une plante pour qu'elle pousse. On fait juste la c'est déraciner. Bon. Je l'avais jamais entendu, c'est bon. J'aime ça. Mais oui, c'est exactement ça qu'il faut qu'il change. C'est d'arrêter de tirer sur nos têtes pour essayer qu'on pousse. Ils sont bons là dans le système. Il y a des choses, mettons, quelqu'un qui consomme, même si tu empêches ton enfant de consommer, il va consommer. Plus que tu empêches, plus qu'il va le faire. Fait qu'au lieu d'être de même, pourquoi tu lui montres pas c'est quoi les signes sains d'une consommation? C'est très, très rigide, très oui, très non, mais montrer les signes. Tu sais, encore une fois, je trouve que ça fait partie des ressources qu'on n'a pas. Ça, c'est bien. Tu sais, si tu consommes, puis ça, c'est respecté, du genre, ta santé, je sais pas moi, t'as quelqu'un à parler en cas de qu'il y aurait quelque chose de grave, ou t'as une place safe pour le faire, tu sais où changer des aiguilles si jamais t'en as besoin, mettons. Ça, c'est bien. Puis si il arrive telle situation, ben là, ça serait bien que t'en parles parce qu'on a de l'aide pour toi si jamais tu vas trop loin, tu sais. Ça aussi, c'est des choses qui devraient être mises en place. Parce qu'à force de vouloir interdire, c'est pire. C'est vraiment une mentalité de réduction des méfaits. Puis tu sais, ça prend plus d'expansion, je te dirais, côté universitaire. Mais tu sais, personnellement, moi, je connais une fille qui veut arrêter le cristal meth. Puis elle a extrêmement de la difficulté à trouver des médecins qui voudront lui substituer le cristal pour du Adderall. Mais en théorie, si c'est moins nocif pour elle,
Tu sais, ce serait probablement bénéfique pour elle là, d'avoir ça, mais c'est extrêmement difficile d'avoir des professionnels qui acceptent de faire ça, puis qui voient justement le bénéfice, puis tu sais, ne pas nuire, là, ben c'est ça, ça peut être aussi ça. C'est d'offrir les meilleures conditions au contexte à quelqu'un. C'est ça, exactement. Ouais. C'est encore la métaphore de la fleur, tu sais. On peut pas faire pousser une fleur n'importe où, dans n'importe quel environnement. Mais j'aime bien dire qu'un cactus dans un trou d'eau, il va peut-être pas être bien, tu sais. Il a besoin d'un peu de sécheresse. Mais tu sais, c'est ça aussi. Ouais. D'adapter l'environnement aux besoins, puis d'arrêter de demander puis d'exiger aux enfants de s'adapter tout le temps aux environnements. Je pense que c'est ça. Il y a besoin d'avoir un grand changement. Puis le vieux mammouth, comme tu l'appelais, là, il y a besoin de se rajeunir un peu. Mais tranquillement, je pense qu'il y a des choses qui s'améliorent parce qu'on prend de plus en plus parole puis on sensibilise un peu plus les gens aussi. Mais il reste encore pas mal de travail à faire. Ah ouais. Ben, c'était super intéressant de te recevoir aujourd'hui, d'écouter ton témoignage. Ben, C'est merci. l'impression que tu m'as laissé, c'est que tu étais vraiment, vraiment, vraiment solide là-dedans, là. Malgré tout qu'est-ce qui t'est arrivé, tu sais, t'aurais pu chavirer, t'aurais pu te faire renverser, puis avoir de la difficulté à remonter la pente, mais tu sais, vraiment l'impression que tu m'as laissé, c'est d'être solide comme le roc, puis d'être dans le bon chemin. Je pense que oui. C'est le fun d'entendre. Je pense que oui, mais tu sais, j'ai eu accès à plusieurs services, là. Faut pas, si j'ai de quoi à dire aux jeunes, n'hésitez pas d'aller chercher les services qu'il faut. Il n'y a pas de honte à aller en chercher. J'ai eu accès à des psychologues, à des travailleurs. J'ai eu accès à l'IVAC, Calax, au Oui, Calax, oui, pardon. c'est ça. OK. Le Calax, j'en ai eu beaucoup. Puis tu sais, pas parce que tu vis des choses difficiles que t'es pas fort en ce moment. Tu sais, moi, j'ai encore des répercussions d'une tentative de meurtre que j'ai vécue. J'ai encore des répercussions de certains viols. Ça veut pas dire que c'est pas difficile. Mais encore une fois, faut pas se laisser définir. C'est ça. Pas parce qu'il nous arrive de quoi qu'on n'est pas fort. Au contraire. Ah, puis des fois, on paraît bien fort, on paraît rempli d'un grand roc, d'une grosse carapace, puis en dessous, c'est une petite tortue qui se cache. Fait que c'est ça aussi, il faut prendre soin de nous, puis s'écouter dans nos besoins, puis trouver, comme tu dis, la personne qui va nous permettre de s'exprimer, d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Fait que c'est très Ouais. inspirant ce que tu nous dis, puis on te souhaite vraiment un bon succès dans tout ce que tu vas entreprendre, puis surtout que ta grossesse se termine bien aussi, que tout Merci. se déroule bien, la santé, c'est ce qui est le plus important. Ouais, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une belle continuité dans votre podcast. Pour vrai, continuez votre travail, c'est génial. Ben, gros Merci. merci. Ben, merci à vous. À la Bonne prochaine. soirée, bye. Bye. Bye.